Churchill et De Gaulle viennent visiter le secteur de l'Âtre. Ils ont entendu parler d'une offensive que de Lattre préparerait dans le plus grand secret en vue de délivrer l'Alsace qu'il enrage de voir encore occupée. La neige tombe, le froid pique, rigoureux. Le premier Britannique demande à de Lattre: vous n'allez pas attaquer par un temps pareil. Il n'en est pas question, monsieur le Premier. Mais pour de Lattre, leur hache est déjà fixée. À l'heure dite, bénéficiant d'un effet de surprise totale, la première armée se lance à l'assaut. Après un moment de désarroi, l'ennemi se ressaisit et c'est en bataillant très durement et dans les pires conditions que les unités de Lattre, emmenées par les généraux de Montsabert, Pétoire, Guillaume, Rosset, Magnan, Carpentier, Moll, Duvigier, forcent la trouée de Belfort, emportent la ville, libèrent Mulhouse et en quelques jours, toute la Haute-Alsace. Après l'acharnement des combats, voici enfin la minute si désirée. Le nom qui évoque un drame séculaire, le nom qui se modèle sur toutes les lèvres et dans le monde entier, nous pouvons enfin l'inscrire dans un communiqué de victoire. Le 19 novembre 1944, à 18h30, en tête de toutes les armées alliées, la première armée française atteint le Rhin. Quelques jours plus tard, le général Leclerc entre à Strasbourg. Soudain, une nouvelle éclate, étonne. Les Allemands passent à l'attaque. La Wehrmacht, contrainte à la défensive depuis de longs mois, a organisé très secrètement une offensive de grand style, l'offensive des Ardennes, commandée par von Rundstedt. Les moyens mis en œuvre sont très puissants et les résultats spectaculaires. En fait, une tentative désespérée, qui menace de disjoindre toutefois le front allié. Les Américains jugent Strasbourg indéfendable et donnent l'ordre de l'évacuer. Pour nous, Français, les plus hautes raisons sentimentales nous font considérer l'abandon de Strasbourg, ville symbolique, comme un crime. De Lattre bondit chez les principaux chefs alliés, parlemente, exige, et finit par obtenir l'honneur de défendre la ville. Strasbourg, défendu par le général Guillaume, est sauvé. De Lattre inspecte les troupes qui gardent les accès nord de la ville. La sécurité ne semble pas encore complètement établie. Strasbourg demeurera sous la menace allemande tant que subsistera la fameuse poche de Colmar. Il décide donc de la réduire. La conception de bataille est la suivante. 2 attaques, par le nord et par le sud, convergeront vers Neubrissac, passage vital sur le Rhin pour l'ennemi. Le 20 janvier, il lance ses troupes à l'attaque par 25 degrés sous zéro. Devant les difficultés,
Il obtient des renforts. Le deuxième DB de Leclerc, le corps de l'armée du général américain Milburn, passe sous ses ordres. Un général français commande donc des troupes alliées. Combat sévère. Les Allemands défendent chaque mètre de terrain. Mais bientôt, le Brissac tombe. Et enfin, le 2 février, jour anniversaire de ses 56 ans, le général Delattre de Tassigny, pendant que se déploient aux fenêtres les drapeaux français, fait son entrée dans Colmar, délivré et intact. La population acclame ses libérateurs. Les femmes de Colmar revêtent à nouveau leur costume alsacien, interdit depuis de longues années. Le général Delattre reçoit ce message du général Devers, son supérieur américain. Votre nom sera inscrit dans l'histoire comme le grand libérateur de Colmar et comme celui qui a rendu la liberté et la paix aux Alsaciens. Delattre éprouve toute la grandeur de cette minute. Il n'y a plus un seul soldat allemand à l'ouest du Rhin. L'ennemi refoulé hors de ses frontières, la France a retrouvé son intégrité. Le principal artisan de cette victoire est fait grand croix de la Légion d'honneur sur la place de Colmar par le général de Gaulle. Le général Leclerc, qui a pris une si belle part au combat, reçoit lui aussi les honneurs qu'il a mérités. Quelque temps de là, le général Delattre a la joie à son tour de voir décorer son fils Bernard, qui vient de se distinguer parmi ses compagnons d'armes. Les troupes qui ont libéré Colmar, fort surmenées, ont besoin de se retremper. Delattre crée en 5 jours le camp de Rouffach, où 5000 hommes venus de tous les bords et miraculeusement amalgamés participeront à un stage de discipline, de santé et de formation physique et spirituelle, de communion nationale. Hanté par l'idée de la présence française en terre allemande et pressé par l'avance américaine, Delattre a désormais les yeux fixés vers l'est, au-delà du fleuve. Dans son secteur, le Rhin est infranchissable. Par un jeu de diplomatie assez machiavélique, par la souplesse alliée à l'entêtement, il parvient à obtenir le déplacement vers le nord des unités américaines qui le flanquent. Les troupes françaises remontent jusqu'à la Lauter, qui marque la frontière allemande. Dès leur arrivée, elles franchissent la rivière. Ici, l'Allemagne. Ce premier pas accompli, le 24 mars, à Scheibenhardt, le général Delattre assiste à l'envoi des couleurs françaises qui, pour la première fois, montent sur la terre allemande. Leur presse. Les Français risquent de se voir frustrés de ce passage du Rhin qui est pour eux, historiquement, un honneur bien gagné et presque un droit. Puis, les éléments de la première armée longent la rive gauche du Rhin. À marche forcée, les troupes françaises atteignent Spire, d'où le passage du fleuve peut se tenter. Obstacle d'importance. Et Delattre ne possède pratiquement aucun matériel de franchissement. Mais, dit-il, j'ai pour une fois le devoir d'être téméraire.
premières tentatives sont extrêmement meurtrières. Grâce à l'héroïsme et au sacrifice d'une poignée d'hommes, 2 petites têtes de pont sont établies sur l'autre berge. Elles offrent bientôt une protection suffisante pour un pont de fortune. Le 31 mars 1945, la première armée française franchit le Rhin et porte ses drapeaux sur la rive allemande, après les soldats de Turenne et les grognards de Napoléon. Victoire due à l'initiative et la ténacité du général de Lattre. Maintenant, la véritable bataille d'Allemagne commence. De Lattre sait bien que les destins futurs de la France dépendront pour beaucoup de sa rapidité à conquérir la plus vaste étendue possible de territoire en Allemagne. Aussi ne perd-il pas une seconde. Première étape de l'audacieuse avancée, Karlsruhe, capitale et clé du pays de Bade. Si les soldats peuvent se montrer fiers de celui qui les a si brillamment conduits, leur général de son côté manifeste sa satisfaction de leur tenue et de leur efficacité. À Stuttgart, le général de Gaulle remet au général de Lattre de Tassigny la plus haute distinction qui soit réservée aux officiers en temps de guerre, la médaille militaire. Les généraux de Montsabert et Guillaume sont décorés à leur tour. Et la conquête continue. Pousse à plein gaz sur Sigmaringen, écrit-il au général Bétoir. Sigmaringen, le Danube, Ulm, les étapes de l'épopée napoléonienne. Le Vorarlberg. La première armée progresse en Tyrol autrichien. Mais elle est brusquement stoppée dans son élan par la nouvelle si longuement attendue. Le jour P est arrivé. La respiration du monde s'arrête. Une explosion de joie secoue les peuples. Sur Berlin déchiqueté, la paix tombe aussi. Suprême distinction, le général de Lattre représente la France à la signature de l'acte de capitulation. Le voici dès son arrivée sur le terrain de Tempelhof, à Berlin. Les soldats russes défilent, blocs massifs, monolithes, soudés par l'acier des fusils. Le général est décidé à faire sonner clairement le nom de la France. Il obtiendra que soient respectés les droits et la dignité de son pays au cours de la cérémonie. Il exige qu'on ajoute aux emblèmes alliés le drapeau français qu'on avait omis d'y joindre. Puis il pénètre dans la grande salle où va être signé l'acte de capitulation. Le représentant allemand, le maréchal Keitel. À la vue du général de Lattre, il murmure « Les Français ici, c'est un comble ». Le maréchal Zhukov, qui préside la séance, pose les questions rituelles. Le premier, Keitel, signe. Puis Zhukov. L'air marshal Teder. Le général Spatz. Enfin, de Lattre. 9 mai 1945, la guerre a pris fin. Dans Berlin en ruine, au cœur même du pays vaincu, les chefs alliés britanniques, américains, russes, français, qui ne se connaissent que par des communiqués officiels, prennent des contacts plus personnels, l'esprit désormais libre des soucis et des angoisses de la guerre. Fête de la victoire à Berlin, les troupes alliées défilent. De Lattre est satisfait. Sa présence à Berlin, c'est la présence de la France qu'il a su marquer nettement alors qu'on ne l'y avait pas prévu. Il pense à ces soldats qu'il représente, à son armée qui reçoit ici sa récompense suprême. Il pense aussi aux prochaines conférences internationales où se décidera le sort du monde et où il a préparé la place de sa patrie.
Lattre organise la zone d'occupation française qu'il a conquise en Allemagne. Là aussi, par son souci des détails et la mise en œuvre des moyens parfois spectaculaires, il exprime clairement qu'il représente non plus une nation abattue, mais une grande puissance renaissante. Sous sa vigilante autorité, la vie se ranime. Son fils Bernard, volontaire depuis le débarquement, fait toujours partie de la première armée. Le général a installé son quartier général à Lindau, sur les bords du lac de Constance. Et là, pour la première fois depuis des années, il goûte une vie relativement paisible et détendue. De Lindau, une simple promenade en bateau mène en Suisse. De Lattre noue des relations de bon voisinage avec ce pays ami et avec son armée. Le général français rend ainsi hommage à l'attitude pendant la guerre de cette courageuse nation et lui témoigne notre reconnaissance pour son inépuisable générosité. Mais peu à peu, les grands chefs de guerre sont rappelés les uns après les autres par leur gouvernement. De Lattre ne tardera guère. Avant lui, le général américain Devers quitte l'Europe et vient lui faire ses adieux. Pour remercier le général compréhensif qui fut son supérieur et pour saluer à la française un représentant des États-Unis, De Lattre organise une réception éclatante. Il a toujours aimé s'entourer de faces. À l'école de Lyautey, il a cultivé ce penchant de grand seigneur. Son goût coïncide ici heureusement avec les circonstances et l'opportunité. Il fallait montrer aux Allemands, aveuglés par la propagande et si sensibles aux parades guerrières, que la France existait, qu'elle avait sa part dans la victoire, qu'elle n'était pas effacée de la carte de l'Europe. Cette fête marque aussi la fin de son séjour en Allemagne. La guerre mondiale entre dans le passé du général de Lattre de Tassigny. Mais bientôt le voici encore sur la brèche, infatigablement. La France, restaurée dans sa grandeur, il veut la doter d'une armée nouvelle. Fidèle au plus essentiel de ses principes, il crée, d'après le modèle de ce camp de Frileuse, des camps légers où l'armée, loin des casernes tristes et désuètes, se régénère, se transforme en école de jeunesse et de virilité. Ces camps légers continuent et couronnent d'une politique que le général a suivie obstinément tout au long de sa carrière. Pendant l'occupation, ce fut d'abord Homme. Puis, près des ruines de Carthage, l'école de cadre de Salammbô en Tunisie. En 1944, le camp de Douéra aux environs d'Alger. C'est à Douéra que l'armée française a pris conscience de son esprit de corps. Camp de Rouffach, point de départ de la première armée pour le franchissement de vive force du Rhin et la percée jusqu'au Danube. Langenargen ne cesse de poursuivre son vieux rêve. Plus de casernes citadines ou banlieusardes où s'étiole la jeunesse dans la claustration, les corvées, la routine, l'asticage superficiel, la crasse immémoriale. Non, la vie des camps en pleine nature, les cantonnements riants, le sport au grand air, le développement de toutes les qualités viriles, de l'initiative, de la hardiesse physique, de la vigueur morale, la formation complète d'une jeunesse qui sera la nation de demain. Aboutissement de longues expériences, le camp de Frileuse et l'école de Couët-Quidan procèdent de la même inspiration. Tous deux portent la griffe du général de Lattre de Tassigny, qui s'inscrira dans l'histoire de l'armée française comme un créateur, un rénovateur d'une audace et d'une originalité singulière.
À Coëtquidan, puisque l'école de Saint-Cyr a été détruite, la promotion des jeunes officiers de 1949 célèbre sa fête traditionnelle. Elle a choisi pour son baptême le nom glorieux de Rhin et Danube. À genoux, les hommes! Debout, les officiers de la promotion Rhin et Danube! Rhin et Danube. Comment est né le prestigieux insigne? Les armes de la ville de Colmar en formeront la base. De part et d'autre de la pointe, des traits d'azur, l'ondulation des deux grands fleuves. Le Rhin et le Danube. L'insigne Rhin et Danube survit à son chef. Il symbolise un idéal, une communion et une épopée. L'honneur et la fierté de ma vie demeureront de vous avoir commandé. Gardez intact en vos mémoires le souvenir de nos luttes, de nos victoires et de nos rangs fraternels. Les anciens de la première armée se réunissent dans les sections de l'association Rhin et Danube qui couvre la France entière. C'est là que se perpétue la tradition du plus étonnant mouvement militaire que la France ait sans doute connu depuis les volontaires de l'an 2. « 1950, Fontainebleau. Pour la première fois dans l'histoire, un général français va commander en temps de paix un ensemble de forces internationales. Le général Delattre de Tassigny assurera le commandement en chef des forces terrestres de l'Union occidentale. Il s'installe à Fontainebleau aux côtés du maréchal Montgomery. Entre ces deux fortes personnalités, les conceptions s'opposent parfois violemment. Mais c'est de cette confrontation féconde que sortira la base de toute la stratégie militaire occidentale. D'autres tâches plus urgentes réclament encore le futur maréchal. La situation militaire en Indochine est devenue brusquement très critique. Les échecs français devant le Viet Minh se succèdent. L'armée fatiguée, démoralisée, résiste mal aux assauts répétés d'un adversaire décidé et partout éprouve des revers. Le 15 décembre 1950, le général Delattre de Tassigny, nommé haut-commissaire et commandant en chef en Indochine, salué par ses fidèles Rhin et Danube, s'envole vers Saïgon afin d'y accomplir sa dernière grande mission. L'Indochine est encore sous le coup du désastre de Cao Bang. Les postes français sautent les uns après les autres. Un vent de panique souffle sur le delta tonkinois. Ho Chi Minh proclame qu'il sera à Hanoï pour Noël. Delattre débarque à Saïgon au milieu de ces sombres perspectives. Le général voit tout d'abord l'empereur Bao Dai, M. Le Tourneau, les personnalités politiques responsables et réunit tous les éléments d'information essentiels. Mais il n'oublie pas qu'il vient surtout pour rétablir une situation militaire grave. Son premier voyage le mène à Hanoï, que menace une récente offensive des Viets. Certains envisagent froidement d'abandonner la ville.
Première mesure psychologique, Delattre, au milieu de l'affolement général, organise un défilé qu'il veut d'une tenue irréprochable. Ne pas subir. Delattre se répète sa devise. Aux officiers, il déclare « C'est pour vous, les lieutenants et les capitaines, que je suis venu. Je vous garantis que vous serez commandés. » Grâce à une série de mesures habiles ou d'une autorité impitoyable, il rétablit la situation dans les secteurs menacés. Et dans toute l'Indochine, les armées françaises et vietnamiennes comprennent que l'ère des flottements a pris fin. À ses décisions strictes et justes, à son allure tranquille et résolue, chacun reconnaît le chef nécessaire. Avec sa vigueur habituelle, après ses premières mesures d'urgence, Delattre redresse une situation diplomatique dont les fluctuations ont suivi un mouvement parallèle aux opérations militaires. Delattre poursuit son enquête et visite personnellement tous les secteurs, les uns après les autres. Partout où il a trouvé des positions fantômes, des fortifications en bambou, il crée des ouvrages militaires dignes d'une armée moderne. Au bambou, il substitue le béton. Delattre n'oublie pas qu'il incarne la France en Indochine. Et il cherche à développer dans la population indigène une confiance qui constituera le meilleur gage de sécurité. La défense pourvue, Delattre envisage l'offensive. Avec ses officiers, il la prépare en secret. Il la veut foudroyante et multiple. Dès le 19 avril, il attaque au sud de Haïphong. Son objectif premier, dégager cette position essentielle, conquérir les larges zones des rizières et barrer définitivement aux Viet la route du riz.
général a atteint ses buts, la population indigène ne lui ménage pas les témoignages de sa reconnaissance. Un mois après son arrivée, l'Indochine n'est plus située sous la même latitude. Donne au prestige de la France des reflets de grands siècles. Devant l'homme qui parle le langage de l'énergie, mais aussi de la franchise, les difficultés politiques s'aplanissent. Delattre a le constant souci d'entretenir toujours plus vivace la présence française. Depuis longtemps déjà, sa femme est venue le rejoindre. Et Madame Delattre se multiplie, joue en Indochine le rôle d'une ambassadrice de la France et de Paris. On la voit partout aux côtés du général, dans les hôpitaux, au chevet des blessés, auxquels elle apporte un réconfort. Le général Delattre, quand il décore lui-même son propre fils dans une prise d'armes désormais historique, peut-il imaginer qu'il le voit pour la dernière fois? Que quelques jours plus tard, au piton de Ninh Binh, le 30 mai à 3h20 du matin, à la tête de la compagnie vietnamienne qu'il commande, le lieutenant Bernard tombera à son poste, frappé à mort par un obus de mortier. Il a 23 ans. Le corps du jeune lieutenant et ceux de 2 de ses camarades tombés à ses côtés sont ramenés par avion à Paris. Les 3 cercueils sont exposés dans la chapelle Saint-Louis des Invalides. L'affection qu'il liait le père et le fils était légendaire. Le général Delattre se relèvera mal du coup qu'il a frappé. Quelque chose de profond s'est brisé en lui. Pardonne-moi, dit-il à la mère, de n'avoir pas su te le garder. Surmontant sa douleur, le général revient à Hanoï. Il n'a pas terminé sa mission. Il exhorte la jeunesse vietnamienne à prendre une part personnelle à la lutte pour la libération de son propre pays. Et bientôt, sous ses yeux, se créent les embryons d'une armée autonome qui restera une de ses grandes œuvres. Le 7 septembre 1951, Delattre entreprend un voyage aux États-Unis où il exposera ses vues sur l'Indochine. Il veut démontrer que la France, qui combat seule, ne poursuit pas des visées colonialistes. Je viens ici en soldat pour expliquer à mes camarades soldats d'Amérique ce que c'est que le problème de l'Indochine, quelles sont nos difficultés, et plein de confiance dans la manière dont ils comprendront ce que je viens leur expliquer et dans les conséquences logiques qu'ils sauront en tirer avec leur esprit d'aide si amicale pour la France dont ils ont donné toujours les preuves les plus indiscutables et les plus généreuses. Et je suis content que le soleil vienne ce matin donner un bon départ à cette visite. Et entre le général Collins et entre l'ambassadeur de France, M. Henri Bonnet, je dis tout de suite merci à l'Amérique, merci à mes camarades des armées américaines. De New York, il s'envole pour Washington où il soutiendra vigoureusement ses arguments auprès des plus hautes personnalités américaines.
À Washington, il pose des jalons. Les idées qu'il sème éveilleront des résonances durables dans les esprits de nos alliés. Delattre, avec des promesses à échéance trop lointaine à son gré, retourne à Hanoï. Le merveilleux accueil qu'on lui réserve lui va droit au cœur. Il a maintenant plus que jamais besoin de sentir autour de lui sympathie et chaleur humaine. Ni l'une ni l'autre ne lui auront manqué au cours de ce voyage, son dernier. Usé par une vie exceptionnellement ardente, miné par la mort de son fils, la maladie brusquement le terrasse. On le ramène d'urgence à Paris où il entre en clinique. Quelques jours après, le 11 janvier 1952, le grand soldat rend le dernier soupir. Jean Delattre de Tassigny a bien mérité de la patrie. Il est élevé selon le vœu de la nation entière à la dignité de maréchal de France. Son corps est transporté comme il l'avait souhaité à Mouilleron-en-Parais. Toute la France, physiquement ou par l'âme, se tient sur les bords de la route où défile l'émouvant cortège. Fête funèbre et triomphale à laquelle participe l'unanimité de la nation. Ainsi se termine la marche glorieuse. Le maréchal passe sa dernière revue, non plus seulement sur le front de ses troupes, mais sur le front recueilli du peuple qu'il a délivré et qui lui témoigne silencieusement sa reconnaissance et sa ferveur. Les enfants du Prytanée militaire, les groupes de paysans, Saumur, où l'école de cavalerie garde son souvenir. Loire. Mouilleron-en-Parais, enfin. Le maréchal est au terme de son voyage. Sa destinée s'achève au lieu même où elle a commencé. Sans pouvoir croire à la réalité, le père du maréchal, désormais privé de descendance, évoque la vie de son fils et de son petit-fils Bernard. Le cercueil est transporté dans la petite église du village. La dernière cérémonie. Guidé par Madame Delattre de Tassigny, le vieux père du maréchal pose la main sur les glorieux insignes de son fils. Le maréchal ploie sous son douloureux destin. Il n'est pas de consolation pour une femme à laquelle la mort a brutalement arraché son mari et son unique enfant. La nuit tombe et abat
proches maintenant qu'ils l'ont été dans la vie. Voici réunis pour l'éternité et dans une même légende, le jeune lieutenant de 23 ans mort pour la France et Jean de Lattre de Tassigny, maréchal de France.